Europe. Merci. Hélène, Ouvre ton micro, Hélène. Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis Hélène Cochet, donc moi, je suis à Dijon, je suis directrice des relations internationales et voilà, je travaille donc également sur les mobilités Erasmus, mais avec plus particulièrement une personne de mon équipe que les Dijonnais connaissent sans doute, qui s'appelle Amélie Jaillet. Merci. Donc, on va vous faire cette présentation à 3 voix. Donc, bon, l'objectif, c'est de vous donner toute l'information très rapidement sur les dispositifs de bourse Erasmus pour pouvoir réaliser des mobilités en Europe et à l'international. Que vous identifiez nos 3 visages et nos noms, parce qu'en fait, au niveau de chaque école interne, si vous avez envie de réaliser des mobilités, c'est vers François, Hélène ou moi qu'il faudra vous tourner. Donc, je vais te laisser la parole, Hélène, et puis après, François, pour présenter le dispositif. Attends, j'arrive pas. Voilà. Donc, très rapidement, en fait, quelques généralités sur le programme Erasmus qu'en général, on connaît, enfin que la plupart des gens connaissent, mais identifient toujours à des mobilités d'étudiants. Donc, le programme Erasmus, c'est un programme qui existe depuis 1987 et qui est un programme qui est destiné à soutenir des actions dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport. Il n'est pas destiné qu'aux étudiants, il est destiné aux étudiants, mais aussi à tout un tas de personnes, et y compris au personnel de nos établissements. Et donc, il offre la possibilité de séjourner à l'étranger, pour faire des études, pour faire des stages, pour faire d'autres mobilités, pour renforcer des compétences. Donc, ce programme, il est divisé en trois grandes actions, des actions clés. Donc, il y a l'action clé 1 qui concerne la mobilité des individus. Donc, le mini-séminaire qu'on est en train d'animer, il portera plus particulièrement sur cette action clé 1. Mais il y a également l'action clé 2 qui peut également vous intéresser, qui est une action qui permet aux organisations de travailler dans le cadre de partenariats européens ou internationaux. Donc, ça va être du partage et de l'innovation dans les domaines de la formation, de la jeunesse, du sport, de l'enseignement supérieur, etc. Dans ces actions, il y a également des actions, les activités Jean Monnet, par exemple, qui sont des actions qui permettent de soutenir des formations, tout ce qui concerne les études européennes dans l'enseignement au niveau européen et au niveau mondial. Et puis, il y a une action clé 3, le soutien à la réforme des politiques publiques. Et ça, c'est plutôt des actions, ce sont des dialogues, des discussions avec des jeunes dans l'objectif d'infléchir les politiques européennes pour tout ce qui concerne la jeunesse. Mais bon, ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, donc ça va être effectivement l'action clé 1, la mobilité des individus, et plus particulièrement tout ce qui concerne la mobilité des personnels. Voilà. Donc, il y a possibilité d'avoir 3 types de formations, 3 types de mobilité plus exactement. Ça peut être soit des mobilités d'enseignement, un enseignant-chercheur qui a envie d'aller chez un partenaire pour faire de l'enseignement, c'est quelque chose qui est possible. On a des financements pour ça. On peut avoir des mobilités de formation. Donc, sans faire de l'enseignement, ces mobilités de formation, elles sont ouvertes à tout un chacun. On peut aller chez un partenaire ou ailleurs, d'ailleurs, pas forcément chez des partenaires de nos établissements, pour aller, par exemple, travailler avec ou suivre des collègues, quelqu'un qui a le même métier que vous, vous pouvez aller faire quelques jours d'observation. Vous pouvez également participer à des mini-séminaires, etc. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui peuvent être financées. On peut également avoir des formations qui sont des mobilités qui sont des mobilités hybrides. Donc, à la partie formation, partie enseignement. Quand on part faire de l'enseignement, il faut partir faire au minimum 8 heures d'enseignement. Quand il s'agit de mobilité hybride, ça sera pour 4 heures d'enseignement. Les mobilités de formation, elles ne peuvent avoir lieu que dans les établissements partenaires de nos établissements. Par contre, si vous souhaitez faire une mobilité de formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être assez large et vous pouvez aller
dans des institutions ou dans des établissements qui ne sont pas déjà partenaires de nos établissements. Donc, ces mobilités, elles concernent absolument tout le monde. Elles concernent les enseignants-chercheurs, elles concernent effectivement les doctorants sous contrat, les personnels administratifs, les techniciens, toute personne qui contribue aux activités de formation peut participer à ces mobilités de formation. Voilà. Donc, je ne sais pas, François, si c'était toi qui prenais le relais ou... Oui, voilà, je vais prendre le relais là-dessus, même si tu as déjà un petit peu donné quelques éléments d'information, effectivement, donc de façon plus précise, ce qu'on appelle mobilité d'enseignement, l'idée c'est d'aller donner des cours dans l'université partenaire, dans l'université d'accueil. Donc, Hélène l'a dit, ça veut dire qu'il faut s'engager à faire au minimum 8 heures de cours. Et après, il y a aussi une durée minimum de séjour dans l'université d'accueil, qui est de 2 jours en Europe et de 5 jours minimum hors Europe. C'est-à-dire que quand on part chez un partenaire hors Europe, qui a été identifié, qui fait partie de nos programmes, mais là, on ne va pas partir chez n'importe quel partenaire, eh bien, il faut rester, donc il faut faire un séjour de 5 jours dans la même université, et durant ces 5 journées-là, proposer au moins 8 heures d'enseignement. Bien évidemment, l'idée, c'est de profiter de ces 5 journées pour, évidemment, développer d'autres activités, des contacts, monter des programmes de recherche, etc., etc. Donc, mobilité de formation, ça a été dit aussi. Donc là, l'idée, c'est que dans l'esprit de l'agence, c'est celui qui part en mobilité qui va se former chez le partenaire. Il ne va pas pour former le partenaire, il va lui pour se former lui, même si on sait que c'est évidemment un échange, qu'il y a une réciprocité là-dessus. Donc, ça peut être un stage d'observation, des échanges de bonnes pratiques, du job shadowing, etc., etc. Donc, ça, c'est très, très intéressant et important. Et la même chose, une condition de 2 jours en Europe et de 5 jours hors Europe. Voilà, tu peux passer à la suivante. Alice, pardon. Voilà. Et puis, mobilité combinée, c'est ce qu'on a été dit aussi à l'instant. Donc, possibilité d'associer sur une même période à la fois formation et enseignement. Et dans ce cas-là, la durée d'enseignement est réduite à 4 heures au lieu de 8 heures. Alors, c'est 8 heures pour 5 jours. Les mobilités, c'est de 5 jours jusqu'à 2 mois. Pour le Europe, par exemple. Et donc, si vous partez pas 5 jours, mais 10 jours, il ne faudra pas faire 8 heures, mais il faudra faire 16 heures d'enseignement. D'accord? C'est-à-dire que la durée d'enseignement est proportionnelle à la durée du séjour. Donc, c'est 8 heures pour la durée minimum, mais après, c'est proportionnel à la durée réelle du séjour. Et un warning quand même de l'agence là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser une mobilité comme ça pour participer à un colloque ou une conférence. Ce n'est pas fait pour ça. Après, rien ne vous empêche de faire une mobilité dans laquelle vous allez faire de l'enseignement et puis profiter mais ça ne peut pas être l'objet principal, l'objet affiché de la mobilité. Donc, un petit aperçu global des projets en cours sur l'ensemble de nos 3 établissements, de nos 3 écoles internes. Donc, avec un petit code couleur, en orange, c'est le projet en cours pour AgroSup Dijon. En bleu, en vert, pardon, ce sont les projets menés et déposés par Montpellier Sup Agro avant la fusion, on va dire. Et en bleu, ce sont ceux d'AgroCampus Ouest. Et puis, vous avez un projet qui est en bas de liste en vert et bleu, c'est le projet Agrinat, puisqu'on avait formé un consortium pour des mobilités avec l'INAT, et dans lequel on était avec Montpellier, AgroCampus et AgroParisTech à l'époque, et puis on a intégré depuis l'ANSA de Toulouse, dans la mesure où nous ne formons plus qu'un seul établissement et qu'il faut être au moins 3 établissements pour un consortium. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner, je ne vais pas les lire tous, vous avez un aperçu ici. Donc encore une fois, dans ces mobilités hors Europe, on a des pays, mais on a aussi une université ou des universités partenaires, d'accord? C'est-à-dire que ça ne peut pas être dans n'importe quelle université du pays, avec lesquelles on a déposé un projet, sachant que ces projets de mobilité hors Europe font l'objet d'un appel à projet annuel. Donc chaque année, on redépose des projets. C'est hyper compétitif, notamment dans les zones Amérique du Nord, Amérique du Sud, sur lesquelles il y a très, très peu de projets retenus par rapport à l'ensemble des projets déposés. Et ce sont des projets qui ont une durée de vie de 3 ans. Donc, on peut avoir plusieurs projets qui se superposent par rapport à ça. Voilà, donc on vous les donne pour information, sachant qu'en général, là, les appels à candidature, etc., ont été déjà faits. Donc, les projets, normalement, les mobilités sont déjà prévues. Mais il y a des pays, notamment, par exemple, pour la Chine et pour cause, là, pour AgroCampus Ouest, où là, il reste encore pas mal de places disponibles et le projet se termine en juillet 2022. Donc, voilà, ça va être un peu compliqué, mais sachez qu'il peut y avoir des places disponibles. Je crois que c'est également du Japon pour Montpellier Sup Agro. Voilà, donc ça veut dire que on a posé la question à l'agence, même si ce sont des projets qu'on a déposés à l'époque où nous étions séparés, dans la mesure où maintenant où nous sommes un site agro, peuvent en bénéficier les anciens chercheurs et les administratifs des 2 écoles et puis bientôt des 3 écoles. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir un aperçu un peu global de ces projets-là. Merci. Avant de passer la parole aux 2 enseignants qui vont vous faire un petit partage d'expérience, et par rapport à ce qui vient de vous être présenté,
En fait, pour l'instant, les 3 écoles, on a encore des procédures de sélection et de gestion des bourses qui sont indépendantes. Donc, voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les partenaires en Europe, donc là, on vous a présenté les partenaires de nos projets internationaux, mais il y a aussi la liste des partenaires en Europe. Sur les bourses disponibles, les modalités de sélection, en fait, il faut que vous vous rapprochiez de François, Hélène ou moi, suivant l'école à laquelle vous êtes rattaché. Et puis, voilà, les procédures sont assez différentes. Voilà. Et pour Faut tous les pas projets, hésiter à nous on peut avoir contacter. aussi des reliquats de financement, parce que voilà, on a demandé un financement pour une mobilité d'étudiants de 5 mois, elle est réellement que de 4 mois et demi, etc. Bref, donc on peut avoir quelques reliquats en fin de projet qui permettent des fois de proposer une mobilité supplémentaire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter le cas échéant si vous avez un intérêt pour les universités partenaires proposés. Oui. Donc, Bruno, Aurélie, je ne sais pas dans quel sens on peut démarrer par Aurélie. Ok. Va vous présenter. Alors, je vais partager ton présentation. Son expérience de mobilité. Vas-y, le temps que je... Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Aurélie Meutet. Je suis enseignant-chercheur en agronomie donc dans l'école interne de Montpellier Supagro. Je vais fermer le mail pour pas que vous entendiez des petits bruits. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous parler de mon expérience de mobilité de formation qui date donc de 2017 et qui a eu lieu à Rothamsted. Alors, si tu veux, je partage mon écran si tu ne retrouves pas. Ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, super. C'est bon? Donc, une mobilité Erasmus plus de formation à Rothamsted Research Center en Angleterre de juin-juillet 2017. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante si c'est toi qui veux le faire. Voilà, donc juste un point sur le lancement de cette mobilité. L'idée, c'est un contact avec un chercheur qui avait publié un article qui me semblait vraiment intéressant par rapport à mes propres activités de recherche et notamment d'encadrement d'une thèse autour des services écosystémiques rendus par les couverts végétaux. Moi, je travaille plutôt sur les couverts végétaux en système pérenne. Lui travaillait dans des systèmes prairiaux, mais il me semblait que c'était intéressant. Donc, j'ai pris contact avec lui en 2016. J'ai été appuyée dans le montage de mon dossier, de mes lettres d'approche par une enseignante d'anglais à Montpellier Supagro qui fait du coaching d'enseignants, donc Hélène Bonnier, que je cite juste en bas. Et ensuite, j'ai pu, donc, grâce à l'appui du SRIL de Supagro, partir en juin 2017. Diapo suivante. Donc, en quelques mots, la description de la mobilité. Donc, Rothamsted Research Center, comme je vous l'ai dit, c'est en Angleterre, au nord de Londres, une situation assez privilégiée, notamment du point de vue paysager, vous le voyez, mais aussi du point de vue connexion avec la France, puisque c'est à 45 minutes de Luton Airport, donc c'est très pratique. Et donc, c'est un centre de recherche, diapo suivante, historique en agronomie, en agriculture. Vous le savez sans doute, pardon pour la redite, qui a été créé autour des années 1850 et qui est toujours en activité aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un partenaire intéressant avec 4 départements scientifiques. Moi, j'ai été accueillie au sein du département Sustainable Agriculture Sciences. Et donc, vous avez sur la diapo là les grands challenges de ce centre de recherche autour notamment de la durabilité d'activités agricoles, des services écosystémiques, etc. Il y a beaucoup de choses à Rothamsted, c'était aussi ça qui était intéressant. Mais bon, moi, j'ai été plutôt accueillie dans ce département-là. Diapo suivante. Donc, pendant les quelques mois d'échange, même plus que quelques, vous avez compris que le contact, c'est 2016 et le départ, c'est quelque part 1 an après. On a pu travailler sur le programme de travail, donc de formation me concernant avec Jonathan, donc le collègue anglais qui avait accepté le principe de mon séjour dans son labo. J'ai simplement mis un peu comme une capture d'écran les différents points de mon programme de formation sur les 4 axes que vous voyez. Et donc, l'idée, c'était d'identifier l'amélioration de mes compétences sur un certain nombre de points en relation avec les activités de recherche et d'enseignement. Je ne développe pas dans le détail. Diapo suivante. Et donc, finalement, les activités réalisées, ça a été effectivement de me former à de l'analyse de données sur des données particulières que sont les traits fonctionnels des couverts végétaux, l'analyse de données en relation avec les services écosystémiques rendus. Et puis, dans mon cas, ça a été aussi l'occasion d'améliorer mes pratiques d'encadrement d'un stage à la marge et puis surtout de la thèse de Léo Garcia qui était en thèse avec moi à ce moment-là et qui avait des questions relatives à ça.
Diapo suivante. Et en dehors de ce programme, donc, qui était essentiellement un programme de formation à des méthodes de recherche utilisables pour l'activité d'enseignement aussi, j'ai eu l'occasion de visiter les fameux essais historiques Broad Book et Park Grass, donc, qui ont été mis en place au milieu du 19e siècle, de participer à des inventaires de flore et aussi d'identifier des ressources pédagogiques pour l'enseignement, notamment du fait que, comme vous le voyez sur la capture d'écran, Rothamsted a mis en place une base de données, alors peut-être parmi vous, il y en a qui la connaissent, consultable à distance. Moi, je ne la connaissais pas trop et qui peut donner lieu à de l'exploitation de données dans le cadre de TD, par exemple. Et c'est vraiment intéressant sur des aspects très agro, type qualité du sol, couverts végétaux, teneur en azote, etc. Diapo suivante. Si en quelques mots, je résume l'impact de cette mobilité, de manière générale très positive. Professionnellement, évidemment, un peu plus d'aisance en anglais, des développements de compétences en analyse de données, le renforcement de mon réseau à l'international. Ça a donné lieu à une publi partagée avec le doctorant que j'encadrais à l'époque et le collègue anglais, là, Jonathan Storkey. Là, j'ai mis la publi en ligne. Et puis, ça m'a donné aussi un petit peu de temps, d'espace et de hauteur de vue permettant de rédiger une HDR. Donc, c'était vraiment un séjour très positif. Personnellement, beaucoup, je détaille pas les points, mais c'était vraiment très enrichissant par rapport à un quotidien d'enseignant-chercheur, comme vous le savez, assez chargé. Et puis, pour Supagro, l'impact, ça a été l'occasion de présenter à plusieurs reprises l'Institut Agro. Alors, à l'époque, j'ai surtout parlé de Montpellier Supagro, on était en 2017. J'ai pu participer au MOOC agroécologie, Vine and Wine de manière plus efficace et développer de l'enseignement en anglais, notamment vinifera, en relation plus ou moins avec les questions que j'avais développées dans cette formation sur la caractérisation écologique fonctionnelle des couverts végétaux, notamment en vigne. Voilà, et je crois que j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas dépassé les 5 minutes que tu nous avais octroyées. Voilà, merci si vous avez beaucoup. des questions. On peut prendre quelques questions ou si vous préférez, on groupe toutes les questions. On enchaîne avec Bruno et puis on On prend les questions enchaîne et après. puis on garde les questions après. Vous pouvez aussi mettre des questions dans l'espace de discussion éventuellement. Hein. Alors, attendez. Vas-y Bruno, je te... Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Bruno Jaloux, donc je suis enseignant-chercheur, maître de conférences en écologie et plus particulièrement en entomologie et en protection des plantes à Angers, sur le site d'Angers. Et donc, j'interviens dans les formations en horticulture et en paysage pour de la biodiversité et de la protection des plantes. Voilà, on va passer à... Voilà. Donc, en fait, j'ai un intérêt en fait, pour le monde hispanophone et puis pour l'Amérique du Sud depuis un moment. D'une part, parce que je suis devenu hispanophone en grande partie grâce à Erasmus. Non pas que j'ai fait un Erasmus, mais j'ai rencontré ma femme durant ma thèse, qu'elle venait faire un stage Erasmus. Ça permet de progresser fortement au niveau des langues. Et puis ensuite, parce que juste après ma prise de fonction à Angers, en fait, j'ai eu l'opportunité de participer à la coordination d'un master pré-falc qui liait en fait entre la France, l'Argentine et le Chili. Il y avait des enseignants de Montpellier Supagro aussi qui étaient impliqués dedans. Et suite en fait au départ d'un collègue pour la fac, il y avait une place à prendre et donc je suis engagé là-dedans. Et donc j'ai pendant 2 ans coordonné un master qui avait lieu à Neuquén, en plein milieu de la Patagonie nord de l'Argentine, avec un partenaire argentin et un partenaire chilien plus faible. Ça a permis en fait de diplômer les premiers masters de cette petite faculté de sciences agraires. Et puis une volonté de le renouveler, mais le renouveler, ça devait se faire avec un nouveau partenaire chilien, puisque le partenaire chilien n'était pas forcément extrêmement impliqué. Et donc une volonté de redévelopper ça. On passe diapo suivante. Et en fait, on a depuis longtemps en fait, un partenariat avec l'université de Talca qui est effectif en plus depuis assez longtemps. Depuis 1995, on a les premières traces de projets avec des programmes Éco-Sud qui lient en fait ces 2 établissements. L'université de Talca, c'est une très bonne université avec une fac d'agronomie de très bon niveau au niveau national, un campus qui est magnifique. Et depuis une dizaine d'années environ, François pourra dire mieux que moi puisque c'est lui qui
se charge de tous ces aspects-là. Mais il y a des échanges d'étudiants, des projets de recherche ponctuels, des échanges d'institutionnels et d'enseignants aussi qui ont eu lieu et qui ont donné lieu à 2 programmes Erasmus MIC, donc d'échange de crédits, depuis 2014. Et donc là, se clôture le 2e. Donc, j'ai effectué en fait 2 courtes mobilités en 2016 et 2017 déjà au Chili. Une première entre Santiago et Talca, qui était dans le cadre Agrinium et de la coopération du ministère pour promouvoir les formations, puis commencer justement à mettre en place d'autres choses. On a participé à un salon de formation, on a présenté les formations donc, de l'ensemble des écoles d'agro, on va dire, françaises. On a fait des rencontres institutionnelles avec la faculté l'Université du Chili à Santiago et puis avec l'Université de Talca. Et c'est à cette occasion aussi où j'ai eu les premiers contacts avec un chercheur que je connaissais déjà bien pour des publications comme précédemment, c'est-à-dire quelqu'un que je voyais régulièrement, qui était quelqu'un de tout à fait reconnu dans ma discipline et qui échangeait déjà avec certains de mes collègues dans mon équipe de recherche. Donc, on a mis en place, avec l'opportunité des programmes Erasmus+, un rendez-vous pour une première mobilité de formation, alors c'est de formation d'enseignement, je vais dire, de formation, hein, voilà, de 10 jours en 2017, et avec une formule qui est une formule que je vous conseille si vous voulez faire ça, c'est sur la formule d'un workshop, c'est-à-dire que trouver 8 heures d'enseignement dans un programme qui est déjà établi dans des formations à l'étranger, ce n'est pas toujours facile. Par contre, construire quelque chose de nouveau et qui est quelque chose qui sera en plus de la formation et qui pourra éventuellement être transversal sur plusieurs formations, ça peut être une bonne solution. Donc là, on a fait un workshop pendant 2 jours intensifs sur des méthodes d'écologie pour suivre la dispersion de certains insectes dans l'environnement. Et donc, on a échangé beaucoup de méthodes et on a aussi eu des participations de pas mal d'étudiants en doctorat, en post-doctorat, en master. Vous voyez la photo en dessous et 3 ou 4 d'entre eux ont ensuite fait des mobilités en fait, dans nos laboratoires en France et sont venus poursuivre leur formation chez nous. Et puis, à cette époque-là, je voulais éventuellement trouver un partenaire pour refaire le projet de Préfalc, de Master Préfalc, mais on s'est orienté rapidement en fait, sur un projet de double diplôme qui était beaucoup plus pérenne dans le temps et qui permettait d'engager des échanges qui étaient réciproques aussi, qui n'étaient pas uniquement avec un master en Amérique du Sud. Donc, diapo suivante. Donc, le Chili et particulièrement la région dans laquelle se trouve Talca est en fait quelque chose d'extrêmement crucial pour les filières qui nous intéressent, notamment pour l'horticulture, et qui concerne notamment des choses qui sont complètement complémentaires de nos formations avec la production fruitière fraîche d'exportation en contre-saison qui arrive sur nos étals et qui concurrence parfois ou qui complète l'offre qui est réalisée par les producteurs européens. C'est un Eldorado un petit peu agronomique en ce moment. Le Chili est justement cette région avec énormément de production et des nombres d'exploitations de très grande taille extrêmement importants, donc un contexte agricole qui est complètement différent du nôtre, avec une volonté de se tourner quand même sur des pratiques agroécologiques. Et donc, on a vu très rapidement l'intérêt de développer en fait un double diplôme avec ce pays et particulièrement cette université dans cette région-là. Diapo suivant. Donc, j'ai ensuite mis en place une mobilité plus longue d'1 mois, en fait, en octobre 2019. Alors, j'ai bien choisi ma date, hein. Vous allez voir pourquoi. Et donc, c'est une mobilité qui combinait un financement Erasmus+, donc pour cela d'enseignement. Et donc, on a réitéré le workshop qu'on avait déjà fait 2 ans plus tôt et qui avait été un franc succès. C'était aussi une mobilité pour organiser la thèse en co-tutelle de Louise Léraud qu'on a obtenue entre-temps et en grande partie grâce au contact et au fait qu'on avait déjà des projets en commun. Et puis, on a également mis en place différents projets qui sont en cours actuellement de recherche, soit avec des financements chiliens, soit avec des financements européens ou français. Et on a aussi travaillé beaucoup à la définition des contenus pédagogiques du double diplôme avec les responsables pédagogiques de la faculté d'agronomie
de Talca, et on a défini ainsi un fonctionnement en 3 semestres avec deux parcours qui permet en fait d'avoir un échange réciproque, soit de Français au Chili, soit de Chiliens en France dans nos formations. Et puis, j'ai commencé aussi à initier de un HDR. Et puis, cette formation, elle a été quand même particulièrement perturbée par la révolte chilienne qui s'est déclarée en fait à partir de la mi-octobre. Et donc, la fin a été assez rocambolesque. Je vous passe tout ça, mais c'était plutôt de l'aventure, hein, pratiquement. Voilà. Et puis, ça a quand même été quelque chose d'extrêmement positif en général. Il n'y a pas eu que... il y a eu des contretemps et pas mal de problèmes, mais ça a été quand même très... Diapo suivante. Alors, l'impact de la mobilité au niveau personnel, de niveau professionnel, ça a été beaucoup un réseau, c'est-à-dire que non seulement on rencontre quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a déjà parfois un réseau international important. Ça a été mon cas. Et donc, ça a été permettre de rentrer dans un réseau et de rencontrer des gens et de faire des choses avec d'autres personnes un peu partout, en France, en Europe ou dans le monde. C'est une reconnaissance, notamment au niveau des collègues, mais aussi la reconnaissance d'une certaine expertise dans la mobilité. Et donc, pas mal de sollicitations, comme celle d'aujourd'hui, pour témoigner, pour essayer de faire des choses. Dès qu'il y a des choses en lien avec l'Amérique du Sud ou avec le Chili, on est souvent sollicité, mais c'est un peu ce que je voulais aussi, donc c'est normal. Il y a de nombreux projets de recherche qui ont été initiés grâce à ça. Une production scientifique, toutes mes dernières publications sont des publications qui ont été faites en commun avec des Chiliens ou avec des postdocs chiliens qui sont venus depuis l'université de Talca chez nous. Et puis, je dois dire quand même, on va dire de façon un petit peu un euphémisme, une agilité administrative, c'est-à-dire qu'il y a un appui fort des services de relations internationales, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quand même une implication forte. Il y a beaucoup de procédures qui sont à réaliser soi-même. Et il n'y a pas forcément une adaptabilité de l'administration, soit interne à nos établissements, soit externe à l'extérieur, pour pouvoir accueillir facilement, notamment des étudiants étrangers. Nous, à Angers, par exemple, on a un point très, très important, c'est l'absence d'existence de logements pour pouvoir accueillir facilement des étudiants comme ça pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, et ça nous bloque énormément. Puis au niveau personnel, c'est des amitiés durables, hein, c'est des gens qui ne sont pas uniquement des relations de travail. Ça m'a permis aussi de progresser au niveau linguistique, alors aussi bien au niveau français, en espagnol, je veux dire, mais aussi au niveau anglais, puisqu'il y a pas mal d'échanges qui se faisaient en anglais dès qu'il y avait quelqu'un qui ne comprenait pas l'espagnol. Au niveau culturel, ça a été vraiment très, très fort. C'est de l'immersion, ce n'est pas uniquement du tourisme, et c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et puis, c'est notamment en lien avec les enjeux agricoles et puis les enjeux aussi sociaux. Ça a été quelque chose qui a été assez marquant pour moi sur le plan de la compréhension du monde, des enjeux globaux et même on va dire, de la géopolitique un petit peu mondiale, des choses que je ne maîtrisais pas forcément très, très bien. Voilà. Et puis, la dernière diapo, je disais oui, et puis pour l'instant, c'était un enjeu fort, hein, le double diplôme. Je pense je ne l'avais pas perçu autant au départ lorsqu'on s'y est mis. C'est vraiment un enjeu stratégique fort parce qu'on a une internalisation des diplômés une fois qu'ils sont diplômés, donc des jeunes ingénieurs. C'est aussi un enjeu fort de compétitivité des filières françaises, j'aurais dû mettre un S, face à la globalisation et de pouvoir non pas subir les importations et la globalisation, mais pouvoir en être acteur et pouvoir y agir. Et puis, c'est un enjeu fort d'attractivité de nos formations. Depuis qu'on a ce double diplôme qui a été signé donc, en début d'année dernière, mais qui n'a pas encore été formellement mis en place puisqu'il y a le problème sanitaire, on a dans les deux institutions un afflux d'étudiants, soit qui viennent nous demander des informations, soit pour le partenaire chilien, beaucoup d'inscriptions en première année et en cours de français pour pouvoir venir plus tard. Et ça devient quelque chose d'assez moteur dans la motivation des étudiants pour venir chez nous que de pouvoir envisager un jour, même s'ils ne le font pas à la fin, ce double diplôme de 3 semestres à l'étranger, qui est un peu plus impactant qu'une mobilité d'un semestre dans une université européenne proche et culturellement assez proche. Voilà. Dernière photo, c'est un condor qui nous est passé autour quand on a fait
une randonnée en haut d'un sommet dans les Andes et qui nous est tourné autour pendant 5 minutes comme ça. Alors ça, c'est pris avec mon smartphone, c'est pour vous dire qu'il était tout près. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez formidable dans ces mobilités. C'est aussi l'aspect un peu découverte et tourisme. Et c'est vraiment très, très agréable également. Voilà. Merci beaucoup. Bon, il est un petit peu dépassé le temps, mais voilà, ceux qui peuvent rester, je propose qu'on ait quand même une petite discussion de 5-10 minutes. Enfin, on prend les questions. Si vous avez des réactions. Oui, Françoise? Oui, bonjour et merci à tous deux. Peut-être nous dire quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui ferait ça pour la première fois? C'est quoi les erreurs du débutant? Déjà, c'est déjà de bien rencontrer les services de relations internationales. J'imagine que c'est la même chose dans les autres établissements. Ils connaissent parfaitement ces rouages. Il y a des choses à réaliser, il y a des étapes à franchir, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a éventuellement d'avoir peut-être des choses progressives, c'est-à-dire aussi de ne pas essayer directement d'avoir une mobilité longue, mais peut-être d'avoir déjà des échanges et des petites mobilités avec un effet boule de neige, faire des choses plus grandes ensuite. Si je puis apporter juste un complément à ce que vient de dire Bruno, je suis tout à fait d'accord. Enfin, dans mon cas, il n'y a pas eu plusieurs petites mobilités, mais moi, ce qui m'a aussi paru important, c'est prendre un peu le temps, ne pas se précipiter et donc avoir le temps d'échange, bien évidemment, avec les services d'appui à la mobilité, le temps d'échange avec les partenaires. Donc, ça peut prendre quelques mois. Voilà, on peut pas monter ça en 6 mois. C'est bien, moi, il me semble, d'anticiper. Voilà. En fait, je voulais peut-être en commentaire dire que bon, là, on vient d'écouter 2 témoignages de mobilité d'enseignants-chercheurs qui ont réalisé des mobilités pour enseigner, pour se former. Et le titre du webinaire, c'est bien la mobilité pour tous. En fait, il y a bien sûr des bourses qui concernent aussi le personnel administratif, les ingénieurs pédagogiques, tous les métiers sont concernés. Et bon, voilà, il se trouve que effectivement les témoignages qu'on a recueillis aujourd'hui, c'était des enseignants-chercheurs, mais je vois qu'il y a aussi d'autres profils de gens connectés. Et il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions aussi, si vous voulez, ou à venir voir Hélène, François ou moi. Ouais. Effectivement, on a une collègue de la direction de la communication qui a fait une mobilité à l'Université Laval au Canada. Donc voilà, c'était avec ses homologues de la direction de la communication. Voilà, c'était une mobilité de formation. C'était extrêmement intéressant. On a un technicien de labo aussi qui devait faire une mobilité au Niger, qui n'a pas pu se faire finalement parce que elle devait être prévue là au moment où la pandémie est arrivée. Mais voilà, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant aussi pour les AITOS de faire ce genre de mobilité-là. C'est une façon aussi de contribuer aussi à l'internationalisation de l'ensemble de nos campus. Il y a aussi beaucoup de possibilités avec ces mobilités pour définir des projets de post-doc, d'accueil, de co-tutelle, de choses comme ça. Donc, ça peut être de très, très bons moyens pour ensuite mettre en place des projets, des bourses de mobilité de plusieurs années, mais c'est nécessaire, je pense, pour pouvoir faire ça ensuite. Donc, ça peut être pour des enseignants qui vont là-bas prendre des contacts avec des futurs étudiants ou doctorants, mais c'est aussi des choses. J'ai une postdoc en ce moment qui a fait une petite mobilité de 15 jours, qui a mis en place une technique et qui ensuite est revenue depuis 1 an pour faire un postdoc autour de la technique qu'elle avait montée. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important comme starter et comme moyen de booster des collaborateurs. Merci. Julien, tu veux prendre la parole? Oui, juste par rapport à ce que vous venez de dire, je me sens un peu visé. Justement, quand on veut postuler dans un pays qui n'est pas forcément des thématiques d'agro, puisque moi, je ne suis pas agro du tout, sur mes thématiques.
et que ce n'est pas forcément l'université qui nous intéresse parce qu'il n'y a pas forcément la thématique qui va bien. Comment on fait en fait? En fait, dans les mobilités qu'on a présentées, il y a un type de mobilité qui est plutôt utilisé par les enseignants-chercheurs pour aller enseigner. Là, il faut qu'il y ait un accord existant entre l'Institut Agro et puis l'université vers laquelle vous avez donné des cours. Mais pour tout ce qui est formation ou échange de bonnes pratiques par, en anglais, ils disent job shadowing, donc c'est l'observation, c'est aller dans un service qui nous intéresse. Là, il n'y a pas besoin d'accord. Donc, en fait, c'est à vous, ou avec l'aide aussi l'appui du SRIL, enfin des relations internationales, d'identifier des universités. Donc, Julien, toi, tu es dans les innovations pédagogiques, le numérique. C'est d'identifier des universités en Europe ou à l'international qui sont... donc, le champ est ouvert, on prend n'importe complètement ouvert. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Tu vas voir n'importe qui. Pas cet élément-là. Ouais. La nécessité d'avoir un accord, c'est pour aller donner des cours. Ah, d'accord, ok. Si c'est juste pour te former et revenir avec des compétences nouvelles, tu vas voir qui tu veux. Ok, j'avais compris que c'était que dans le champ où on avait des accords où on pouvait faire ce genre de choses. Ok, voilà. Merci. Hélène, tu veux dire? Je voulais juste profiter de cet échange pour donner aussi l'autre aspect des choses, c'est-à-dire qu'on reçoit assez régulièrement dans les services RI des demandes de collègues d'autres établissements, d'établissements européens ou autres, qui demandent à venir chez nous pour faire une mobilité Erasmus. Donc, ça arrive assez fréquemment. Et c'était simplement pour vous sensibiliser à ça, parce que ce n'est pas forcément très, très facile quand on reçoit ces demandes et qu'on fait passer des demandes dans les services ou dans les départements. Très souvent, on a je le comprends très bien, mais on nous dit non, mais on n'a pas le temps. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu de travail de recevoir du monde et de garder quelqu'un pendant quelques jours et puis de s'en occuper. Voilà. Mais c'est vrai aussi que nous, on peut proposer ça, c'est parce que c'est un échange Erasmus. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir recevoir des collègues étrangers. C'est pas toujours simple, mais voilà, c'était simplement pour sensibiliser là-dessus et dire que si nous, on peut offrir ça, c'est parce qu'il y a des gens qui font cet effort de nous recevoir. Donc, c'est bien de le faire aussi, nous. Oui, puis ça peut être l'opportunité d'avoir des intervenants internationaux dans nos formations. Hein. C'est le cas de Master Vinifera. Ils invitent des intervenants de l'université partenaire chaque année et ça leur permet d'avoir une offre de cours en anglais avec des intervenants internationaux. Enfin, c'est quelque chose que vous pouvez même inviter des collègues en leur disant utilise une bourse Erasmus et viens donner un cours chez moi. Ouais. C'est sûr que la réciproque est vraie. François, vas-y. Ouais. Oui, effectivement, la réciprocité est un élément extrêmement important. Après, juste moi, ce que je retiens aussi de la présentation d'Aurélie et Bruno, c'est aussi le fait que, c'est ce que je crois a dit Bruno, hein, c'est qu'il faut vraiment considérer aussi cette mobilité-là, qui est en général une mobilité courte, hein, comme un starter. C'est vraiment, ça permet de dynamiser un processus. Et l'idée, évidemment, on est 5 jours, 2 jours chez le partenaire, on va faire 16 heures de cours, mais bien sûr, c'est l'occasion aussi de prendre du temps, hein, de discuter, de commencer à travailler sur des projets, hein, sachant que ces financements-là ne sont pas forcément pérennes. Hein. Encore une fois, c'est très, très sélectif, donc on n'est pas sûr de pouvoir reproposer ces financements les années d'après. Donc, c'est vraiment l'occasion d'initier de nouveaux projets, peut-être plus des projets recherche aussi, qui permettront d'avoir d'autres types de financements et de continuer, de prolonger la coopération. Et je crois que c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, on a l'opportunité d'avoir un premier financement, d'avoir un premier contact, et à partir de là, on peut lancer effectivement des projets de recherche, des thèses en co-tutelle, etc., etc. Je crois que c'est vraiment l'état d'esprit un petit peu de ces mobilités. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour les 3 écoles, mais en tout cas, côté Montpellier Supagro, on a pas mal de financements qui n'ont pas été utilisés ces dernières années à cause de la crise Covid. Donc, si vous voulez faire des mobilités, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, la période est bien choisie. Jusqu'en juin 2022, on a fait le point hier,
Il y a beaucoup de bourses à utiliser, donc il ne faut pas hésiter. Et après, voilà, sur le nouveau programme, les financements sont un peu plus limités. Donc, allez-y. Je vous encourage à nous contacter pour voir comment on organise des mobilités. Je ne vois plus de questions. Donc, la présentation, on va vous l'envoyer. Alors, du coup, j'ai noté les noms des participants. Je ne sais pas, on va récupérer ensemble les adresses mail parce que je ne sais même pas qui est Gros Sud Dijon ou Gros Campus Ouest. On va faire ça ensemble. Si jamais vous recevez rien, vous nous contactez et puis on vous fera passer les présentations. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation, Bruno et Aurélie en particulier. À bientôt. Merci, Merci à tous, à bientôt.